Alors, effectivement, sur le programme, vous avez un autre intitulé. Je pense que c'est les nouveaux droits dans la Constitution, mais j'ai choisi de présenter essentiellement les droits environnementaux, parce qu'ils représentent quand même l'apport original de cette Constitution de 2014, qui parachève en quelque sorte l'évolution du droit de l'environnement depuis la fin des années 80 dans notre pays et les institutions qui existent depuis cette date, qui ont précédé cette constitutionnalisation. Alors, effectivement, un certain nombre de pays dans le monde ont commencé à constitutionnaliser cette approche environnementale. Notre pays, en 2014, a apporté sa pierre à cet édifice en constitutionnalisant le droit à un environnement sain et le droit à l'eau. Donc les deux aspects qui apparaissent d'emblée. Mais dans le cadre de l'ensemble du dispositif constitutionnel, qui inclut aussi le préambule, figurent également un certain nombre de principes environnementaux, la référence au développement durable, la référence aux droits des générations futures et autres éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Ainsi, on modernise notre dispositif juridique. On insère le droit à l'environnement parmi les nouveaux droits donc constitutionnalisés en 2014 et à côté d'autres droits fondamentaux de l'homme de génération plus ancienne. En fait, ce qu'on appelle les nouveaux droits de l'homme font partie d'un système international des droits de l'homme qui s'est construit progressivement, parfois difficilement, au fur et à mesure de l'évolution de la société interne et internationale. Quelques rappels, même si vous êtes tous des spécialistes, on rappelle que les premières générations des droits de l'homme, les droits civils et politiques, ensuite les droits sociaux, économiques et culturels, qui ont été reconnus progressivement dans les années 50, 70, etc. De nouvelles catégories de droits de l'homme ont ensuite vu le jour. La troisième génération liée à la paix, au développement et à l'environnement. On parle de nos jours d'une quatrième génération, voire cinquième, qui met en avant l'homme, ses droits, sa dignité face à l'évolution de la science, ce qui évoque le droit, par exemple, à l'euthanasie et autres droits tout à fait nouveaux en rapport avec la génétique, la bioéthique et autres domaines mélangeant le droit, la science, comment aborder ces éléments au XXIe siècle. Alors, cette internationalisation et cette reconnaissance internationale, d'abord, s'est répercutée aux différents niveaux internes des États, et notamment dans leur constitution, qui constitue, dans de nombreux États, la norme suprême, celle dont découlent toutes les autres, et qui doivent lui être conformes, du moins en théorie. Et cela se répercute bien sûr sur l'application du droit, sur son interprétation, sur sa construction et son évolution au niveau des États. L'exemple que nous avons devant nous aujourd'hui, celui de la Constitution du 27 janvier 2014, en est un exemple. Et là, bien entendu, le rôle des constitutions est important. Vecteur de reconnaissance des droits de l'homme, vecteur d'effectivité et de mise en œuvre pratique au niveau des droits internes. Et de nos jours, on constate, pour revenir à notre thème, celui des nouveaux droits environnementaux, on constate que de nombreuses constitutions dans le monde ont constitutionnalisé de tels droits. Par exemple, en 2001, il y a seulement une quinzaine d'années, seulement 12 constitutions dans le monde, sur un nombre de plus de 150 États membres de l'Organisation des Nations Unies, avaient consacré de manière expresse le droit à l'eau. Et parmi ces États, on comptait un seul État développé, la Suisse, qui l'avait donc constitutionnalisé en 1994. Et d'autres États, par exemple l'Afrique du Sud en 1996, ou la Zambie également en 1996. En 2004,
Ce chiffre est rapidement passé à presque une cinquantaine d'États sur les 193 que l'on compte dans le monde. Et cette constitutionnalisation a tendu à se généraliser. Plus près de nous, en 2011, un État voisin comme le Maroc a introduit dans son texte suprême un article 31 qui a mis à la charge des personnes publiques, incluant donc l'État, les établissements publics et les collectivités locales, l'obligation d'une, c'est écrit au tableau, d'une mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits d'accès à l'eau et à un environnement sain. Donc, vous voyez que cette option pour l'environnement en faveur de la reconnaissance des droits environnementaux s'est généralisée et qu'on a constaté une sorte de consensus international en la matière. Alors, dans notre pays, on a constaté une évolution constitutionnelle, donc on peut dire assez originale, puisque vous le savez tous, notre pays s'enorgueillit d'avoir proclamé un pacte fondamental en 1857, une constitution en 1861. Je ne vous apprends rien, l'histoire a montré que ces textes, il y avait tous des enjeux politiques derrière leur proclamation, mais que, disons que sur le plan purement formel, ces textes comportaient un certain nombre de droits assez pertinents. Bien entendu, ces premiers textes n'ont pas été appliqués bien longtemps, ils demeurent dans notre histoire constitutionnelle, et la première véritable constitution du pays nouvellement indépendant a été dans l'air du temps, puisqu'elle s'est référée aux droits de l'homme de la première génération, les plus classiques, et ensuite a intégré les droits de la deuxième génération. En 2002, une révision constitutionnelle référendaire a fait référence quand même à l'universalité des droits de l'homme, grâce à l'introduction d'un article 5 qui a consacré les droits de l'homme dans leur universalité. C'était quand même une évolution. Mais l'ancienne constitution a résisté à la montée de la constitutionnalisation des droits de la troisième génération, comme elle a été vécue en droit comptable. Ce n'est donc qu'en 2014, au bout d'un processus constitutionnel qui a duré plus longtemps que prévu, que la constitution tunisienne a rejoint le modèle, disons un modèle assez moderne et international, qui a consacré les droits universels au travail, à la santé, à l'information, à l'éducation, la culture, les libertés académiques, et grâce bien sûr à la société civile également présente et dynamique, une place importante a été réservée aux femmes et à leurs droits. Il s'agit donc, si l'on peut dire, d'un nouveau contrat social et, j'ajoute, environnemental. Elle semble porteuse d'une capacité de dynamisation de l'ordre juridique, pas seulement dans le domaine environnemental, bien sûr, à tous les niveaux institutionnels et autres, juridictionnels. Et à la fois dans le régime juridique, le régime politique, pardon, qui change de modèle, qui n'est plus présidentiel, et aussi donc les rapports entre les pouvoirs publics eux-mêmes, mais aussi avec les citoyens et leur environnement. Alors, pourquoi j'ai choisi particulièrement les droits environnementaux, de par ma formation spécialisée d'abord, donc certains de mes étudiants sont là et le savent, hein, je m'intéresse beaucoup à cet aspect depuis longtemps, mais aussi parce que d'un point de vue à la fois théorique et pratique, cette approche permet d'approfondir la manière dont le législateur constituant a choisi de consacrer ces nouveaux droits, et de voir s'il est dans l'esprit de la Constitution de prévoir des modalités concrètes de mise en œuvre de ces nouveaux droits environnementaux. Bien, on va donc se poser la question de savoir si cette consécration est une consécration formelle, s'il s'agit de simples vœux pieux, ou bien s'il y a des chances d'assister à une évolution réelle et pratique de notre droit dans un sens environnemental.
Et donc, on peut s'interroger sur la portée de cette consécration par la Constitution. Et pour répondre à cette interrogation, on se rend compte que, effectivement, la Constitution de 2014 a érigé les droits environnementaux à un rang suprême. Elle les a aussi entourés d'un certain nombre de garanties que l'on peut interpréter du texte même de la Constitution et qui devraient avoir pour but d'en faciliter la mise en œuvre. Voici la présentation telle que va faire tout de suite. Donc, une consécration constitutionnelle à travers la proclamation de divers droits à l'environnement et le renforcement du droit de l'environnement, ainsi que les garanties d'une effectivité de ces droits à travers les obligations de l'État et la création d'instances supérieures de protection. Alors, l'une des grandes innovations de la Constitution du 27 janvier 2014 a consisté à reconnaître expressément des droits à l'environnement, en privilégiant certains d'entre eux, comme le droit à l'eau, au niveau de l'article 44, et le droit à un environnement sain, à l'article 45, les deux étant donc présents dans le chapitre consacré aux droits et libertés. Alors, le droit à l'eau, un petit rappel, il est apparu... il ne date pas d'hier, il est apparu il y a une trentaine d'années au niveau international et il se définit à ce niveau-là comme le droit d'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement. Second aspect que l'on ignore parfois. Et ce droit fait partie du droit international, des droits de l'homme, comme le droit à la nourriture, au logement ou à la santé. Ce sont les droits fondamentaux de l'homme. C'est à la fois un droit implicite et explicite. Alors, on peut le rattacher par exemple au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant. Alors, le niveau de vie suffisant, cela inclut de manière implicite le respect du droit à l'eau. L'Afrique, l'Amérique latine également ont des traités régionaux qui instaurent le droit à l'eau comme un droit de l'homme. La Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, qui est ratifiée par tous les États du monde, oblige les parties à fournir de l'eau potable aux enfants. Donc, il n'y a rien de nouveau à avoir consacré ce droit au niveau international, mais la nouveauté, c'est de l'avoir introduit dans notre dispositif constitutionnel. Bien entendu, ce que l'on constate, c'est que dans beaucoup de pays en développement, le droit à l'eau et à l'assainissement est souvent reconnu en théorie, puisque les États sont signataires des conventions internationales que je viens de signaler, mais en théorie, pas toujours dans la pratique. Alors, vous avez au tableau la formulation retenue par l'article 44 de notre Constitution, donc en bilingue. Le droit à l'eau est garanti, donc le haqq fil ma' madmoun. La préservation de l'eau et son exploitation sont un devoir pour l'État et la société. Donc, on reviendra sur cet aspect ultérieurement. C'était pour vous donner une idée du contexte. Et cette consécration formelle dans la Constitution est importante. Elle a répondu à une aspiration, à une demande des associations environnementales dans notre pays. Et cette demande de la société civile a été relayée par un nombre suffisant de députés pour trouver un écho favorable et pour être consacrée dans le texte définitif. Pour la petite histoire néanmoins, d'après les défenseurs de l'environnement, la formulation retenue, celle que vous venez de voir, ne correspond pas tout à fait aux aspirations et à ce qu'elles auraient souhaité, qui avait été proposé auparavant. Par exemple, le droit à l'eau est garanti, tout individu a droit à une quantité suffisante et à une qualité satisfaisante. C'était la proposition des associations, mais cela n'a pas été retenu. Alors, néanmoins, en dépit de ce petit, disons, détail qui n'en est pas un, parce qu'il se reflète ensuite sur la pratique, l'inscription du droit à l'eau correspond quand même à une évolution certaine, elle signifie l'accès, l'utilisation, l'exploitation équitable, et donc nous sommes dans les droits humains, dans les droits sociaux. Et en fait, cette consécration confirme et renforce la portée symbolique de ce qu'on appelle le droit de l'homme à l'environnement, dont elle constitue un élément, puisque l'environnement c'est plus large que l'eau, l'eau fait partie de l'environnement. Et donc ce droit à l'environnement lui-même fait partie de ces nouveaux droits collectifs, droits de l'homme collectif,
qui, même s'ils ne sont pas toujours effectifs, emportent l'adhésion de l'ensemble de la communauté internationale et même au niveau interne. Alors en fait, pourquoi j'insiste sur le droit à l'environnement à côté du droit à l'eau? D'abord parce qu'il a été reconnu formellement aussi dans le texte, mais aussi parce que dans le droit tunisien, ce droit à l'environnement, paradoxalement, beaucoup le savent, mais certains l'ignorent, est apparu en fait dans les années 1990, bien avant l'adoption de la Constitution de 2014. De quelle manière? Alors, la première référence à ce droit à l'environnement, on le trouve dans un décret, un simple décret, portant création de la Commission nationale pour le développement durable, qui a été mise en place après les accords de Rio de 92, le sommet de la Terre, et parmi les missions confiées à cette commission figurait celle de préserver les droits des générations futures à un environnement sain et viable, donc décret de 1993. En 1994, l'article 1er du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'époque, qui a remplacé celui de 1979 et qui était une nouveauté à ce moment-là, a fixé les règles à suivre pour l'organisation et l'exploitation optimale de l'espace, dans le cadre, c'est écrit également, d'une harmonisation entre développement économique, développement social et équilibres écologiques, on retrouve les éléments du développement durable, en vue de garantir, et c'est clairement dit, un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain. Donc vous voyez que ultérieurement on retrouve la même formulation dans la loi sur l'air en 2007, ainsi finalement donc dans l'article 45 de la Constitution. Il s'agit donc d'une évolution progressive qui est passée non pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, puisque on commence par le décret et on arrive à la Constitution en 2014. C'est assez, ce qui montre donc, d'après mon humble avis, que finalement c'est quelque chose qui est entré dans le paysage juridique et qui a des chances peut-être de donner lieu à une véritable évolution de notre système juridique. Donc le texte de l'article 45, l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la sécurité du climat. Là, c'est la première fois néanmoins qu'on voit le problème de la sécurité du climat qui se pose, les changements climatiques. Et il incombe à l'État, etc. Nous y reviendrons dans le cadre de la deuxième partie. Alors, quel est l'intérêt de cette consécration constitutionnelle? Bien entendu, d'abord, le droit à l'environnement inclut tous les autres droits environnementaux, tels que le droit à l'eau, le droit à la préservation des ressources naturelles, les écosystèmes, la biodiversité, etc. Et englobe plus largement tout le patrimoine commun naturel dont la dégradation doit être évitée, et pour permettre aux richesses de se perpétuer et à l'être humain de vivre dans un milieu sain. Néanmoins, bien sûr, il y a une sorte de généralité dans cette consécration qui ne précise pas bien les droits et obligations concrets qui découlent de ce droit de l'homme à l'environnement. Pourquoi? Parce que d'abord, il est important de bien formuler le fond de ce droit. Il peut être rattaché au droit au bien-être personnel, à un cadre de vie favorable ou même au droit de la santé. Et il faut aussi chercher des réponses en termes de techniques et d'outils juridiques, de procédures, pour l'identifier, par exemple, comme le droit des citoyens d'être informés au préalable des modifications de leur environnement, d'être consultés aussi, et même, voire d'être indemnisés pour les dommages subis par l'environnement. Bien entendu, ces questions demeurent pour le moment en suspens et la pratique ultérieure nous donnera donc des réponses ou des pistes de recherche. En tout état de cause, la consécration du droit à l'environnement est importante. Il ne s'agit pas, d'après moi, d'un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est ancré, qui est en cours, même si l'évolution n'est pas rapide, mais cette consécration doit être complétée par le renforcement du droit de l'environnement, qui lui aussi a été donc réalisé par la nouvelle Constitution. C'est le second volet donc, de cette première idée. Alors, à différents niveaux, en fait, on trouve un renforcement du droit de l'environnement. Alors,
pardonnez-moi, j'aurais dû commencer par là, mais faire une distinction qui, dans mon esprit, est évidente, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde, entre droit à l'environnement et droit de l'environnement. Le droit à l'environnement est un droit de l'homme, et le droit de l'environnement, ce sont des techniques juridiques de protection de l'environnement. Je répare ma petite omission du début. Le renforcement du droit de l'environnement. Alors, dès le préambule, donc toutes les techniques environnementales, la protection de l'environnement est présentée parmi les options globales de la nouvelle Constitution. Et vous le savez, le préambule fait partie intégrante du texte constitutionnel. C'est inscrit à l'article 45 qui nous dit que l'ensemble du dispositif fait partie intégrante du texte suprême. Donc l'inscription de l'environnement dans le préambule montre son importance et permet donc de conclure à un renforcement du droit de l'environnement. Alors ce préambule présente une vision globale. Il est au tableau, il est inscrit, il dit que les constituants sont conscients de la nécessité de contribuer à la préservation du climat et à la sauvegarde d'un environnement sain permettant de garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la poursuite d'une existence sûre au profit des générations futures. Vous voyez que dans le préambule, on retrouve tout ce qui a été inscrit ensuite dans le dispositif au niveau des articles 44 et 45 notamment, le texte arabe officiel du préambule. Cette formulation, bien sûr, on la retrouve par la suite à l'article 45 et confirme donc l'importance de la lutte contre la pollution. L'environnement sain signifie l'absence de pollution, qui constitue une constante de la protection de l'environnement. Réparer les dégâts et faire en sorte qu'il y ait le moins de pollution possible. La sauvegarde de la sécurité du climat est pour sa part une composante relativement récente qui a fait son entrée dans la Constitution sans aucune opposition des différentes parties de l'Assemblée nationale constituante, qui a également introduit le concept d'équité et de solidarité intergénérationnelle à travers donc cette référence aux droits des générations futures, qui constitue quelque chose d'absolument nouveau, puisque comment concevoir des droits à des titulaires qui n'existent pas encore, n'est-ce pas, qui ne sont que potentiels. Un autre élément de renforcement du droit de l'environnement concerne la référence à la gestion rationnelle des ressources. Et on retrouve cette référence aux articles 12 et 13 du dispositif constitutionnel, qui sont ainsi formulés. Donc, l'État œuvre à la réalisation de la justice sociale, du développement durable et de l'équilibre entre les régions, en se référant aux indicateurs de développement sur la base du principe de discrimination positive. Il œuvre également à l'exploitation rationnelle des... le texte dit les richesses, le tharawet. Dans l'esprit des constituants, peut-être qu'il s'agit plutôt des ressources nationales, mais tharawet, c'est assez vaste pour inclure à la fois les ressources naturelles et le patrimoine artificiel qui est construit de main d'homme et qui fait également partie de l'environnement et du concept général de protection qui n'est pas seulement lié à la nature, mais aussi à tout ce qui fait partie de la culture, de l'histoire. Alors cet article 12 reconnaît un droit au peuple tunisien, un droit sur les ressources, qui s'inscrit dans la ligne du droit constitutionnel comparé, du droit international régional également, puisque la Charte africaine des droits de l'homme reconnaît depuis 1981 le droit des peuples à un environnement satisfaisant et propice à leur développement. Et ce texte constitutionnalise aussi une autre notion importante du droit de l'environnement, dont on entend beaucoup parler de nos jours, la notion de développement durable, donc, qui est apparue dans les années 80, qui a été formalisée par la commission de Brundtland et qui fait l'objet d'un consensus, puisque les décideurs et même les acteurs politiques, économiques sont d'accord pour protéger l'environnement, mais ils ne veulent pas renoncer au développement. Ce concept, parfois critiqué, mais néanmoins, il a fait l'objet d'une constitutionnalisation en 2014. De même, l'article 13, alors, nous dit que les ressources appartiennent au peuple et la souveraineté s'exerce en son nom, et fait référence donc au contrat d'investissement relatif à ces ressources qui sont soumis à une commission spécialisée de l'ARP, et en outre, les conventions conclues en la matière sont soumises à l'Assemblée pour approbation. Alors cet article a suscité de nombreux débats.
Il a même fait l'objet d'une requête, d'un recours en inconstitutionnalité lors de la présentation du projet de loi production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Donc, ce n'est pas évident. Tout ce qui concerne les aspects à la fois économiques et environnementaux pose de nombreux problèmes. Alors, en effet, l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois a eu à examiner, donc, à se prononcer sur la conformité du projet de loi de production d'électricité à partir des énergies renouvelables aux articles 12 et 13 de la Constitution. Et dans la requête, il était demandé d'évaluer cette conformité, notamment en ce qui concerne la production d'électricité pour l'exportation. Et c'est principalement ce régime qui a posé problème par rapport aux articles 12 et 13 de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prévu dans le projet de loi une soumission à l'Assemblée des représentants du peuple des contrats conclus en matière d'exportation de ces énergies. Alors, l'instance a déclaré l'inconstitutionnalité des articles incriminés. Pourquoi? Parce que, selon l'instance, l'article 13 de la Constitution exige la soumission des contrats d'investissement qui se rapportent aux ressources naturelles à la commission spécialisée de l'Assemblée des représentants du peuple et la soumission des conventions y afférentes à l'Assemblée pour approbation. Donc, l'interprétation donnée par l'instance de contrôle de constitutionnalité actuellement présente en Tunisie, en attendant la Cour constitutionnelle, a consisté quand même à donner effet à cet article 13. Donc ce n'est pas seulement un vœu pieux, et ça a donné lieu à une interprétation peut-être un peu rigide, mais dans le sens de la protection de ces ressources pour tenter de maîtriser ces dernières et la souveraineté de l'État sur ces ressources. Alors, à côté de l'aspect naturel, il y a aussi dans l'environnement le patrimoine culturel. Et ce patrimoine a été également constitutionnalisé, puisque l'article 42, dans son alinéa second, indique que l'État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures y afférentes. Là, vous voyez également un renforcement du droit de l'environnement. Vous notez la référence, encore une fois, aux générations futures, que l'on a trouvé dès le préambule. On retrouve la logique de responsabilité, d'équité et de durabilité, et qui existe depuis Stockholm en 1972. Et en outre, on note l'obligation pour l'État de préserver le patrimoine, ce qui a également fait l'unanimité à l'Assemblée nationale, notamment, comme vous le savez tous, après les pillages et les vols qui ont été constatés dans ce domaine après le 14 janvier 2011. Un autre élément important, c'est que, et ça c'est un peu plus technique au niveau de l'adoption des textes législatifs, en fait, les questions environnementales sont réservées aux législateurs. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que dans la hiérarchie des normes, la loi, bien sûr, elle est en dessous de la Constitution, mais c'est quand même le législateur en tant que représentant du peuple et de la volonté générale qui s'exprime. Et donner la compétence exclusive au législateur d'intervenir pour les principes fondamentaux de l'aménagement, de l'environnement et de l'urbanisme et de l'énergie aboutit à une reconnaissance de l'importance de ces questions et donc, à mon avis, également au renforcement du droit de l'environnement dans ce domaine. Alors, cette fixation des principes fondamentaux confirme cette importance, même si, bien entendu, les détails de ce secteur relèvent ensuite éventuellement une mise en œuvre décrétale par la suite. On constate donc une importance globale accordée à la protection de l'environnement, à la fois en tant que droit de l'homme, droit à l'environnement, et en tant que droit de l'environnement, droit d'équilibre. Alors, c'est donc une approche qui n'est pas tout à fait innovante, mais c'est une approche qui couronne un processus entamé dans les années 80-90 et qui est complétée par des garanties prévues par la Constitution
Constitution elle-même pour donner vie à ces nouveaux droits. Alors parmi ces garanties figurent les obligations mises à la charge des pouvoirs publics, ainsi que la mise en place d'institutions chargées de veiller à la préservation des droits et libertés consacrés dans son dispositif, parmi lesquels donc les nouveaux droits à l'environnement. Alors les obligations à la charge de l'État. Alors la proclamation des droits s'est faite dans les articles que nous avons cités tout à l'heure, à la fois dans le cadre du chapitre des principes généraux et au niveau du chapitre des droits et libertés qui est verrouillé pour le futur par l'article 49 dont Nora nous a parlé et dont le professeur Fachiche devait également nous parler, mais je pense qu'entre nous deux, nous aurons fait un petit peu déblayer le terrain en la matière, même s'il est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Alors cet article 49 ferme en quelque sorte le chapitre des droits et libertés et il insiste sur la nécessité pour le législateur de sauvegarder ce qu'il appelle leur essence. Si toutefois des restrictions éventuelles doivent y être apportées dans le respect de la proportionnalité des mesures adoptées à l'objectif recherché. En outre, selon le dernier alinéa de notre article 49, aucun amendement ne saurait porter atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés garanties par la présente Constitution. Et donc, vous voyez que cet article 49 est extrêmement important. Il permet en même temps de clore le chapitre des droits et libertés, mais dans le même ordre d'idée, il interdit à tout législateur constituant ou autre futur de porter atteinte aux droits et libertés garantis. Donc, bien entendu, dans toute la mesure où les droits environnementaux figurent dans le chapitre des droits et libertés, ils sont concernés par cette protection constitutionnelle. C'est donc une garantie supplémentaire. Et là, on peut même interpréter ce principe de l'article 49 comme une garantie du principe environnemental, nouveau actuellement, ce qu'on appelle le principe de non-régression. Alors ce principe de non-régression dans le domaine environnemental signifie qu'on peut faire mieux que par le passé, mais qu'on ne peut pas revenir en arrière. Bien entendu, ce principe s'applique à d'autres matières que la matière environnementale, mais il trouve notamment à s'appliquer dans ce domaine. Alors, à côté de cet article 49, la Constitution elle-même a fait de la protection de l'environnement, de l'accès à l'eau, des droits au profit des citoyens, et en même temps des obligations à la charge de l'État principalement, et donc des organismes publics. Alors, comment sont formulées ces obligations? On revient un petit peu au texte. L'article 12 nous dit « L'État œuvre à la réalisation du développement durable. Il œuvre aussi à l'exploitation rationnelle des richesses nationales. » L'article 42 « L'État protège le patrimoine et garantit le droit des générations futures. » L'article 45 « Il incombe à l'État de fournir les moyens nécessaires à l'éradication de la pollution de l'environnement. » Alors, l'article 45 également, la préservation de l'eau et son exploitation rationnelle sont un devoir pour l'État et la société. C'est la première fois qu'on voit la société. Donc, dans les autres articles, c'était à la charge de l'État. Alors, quelle mise en œuvre? Quelle mise en œuvre? Alors, l'État, à une époque où on remet en cause l'État-providence, à une époque où on dit l'État a trop de choses à faire, il faut qu'il demeure le régulateur, il ne faut pas qu'il accapare trop de missions. Et quand on lit les articles de la Constitution, on se dit, mais enfin, l'État, comment il va faire tout ça? Avec quel argent, hein, n'est-ce pas? Parce que Madame Choubet ou Madame Charvet, comment va-t-on faire tout cela? Bref, on espère hein, que ce ne sont pas de simples vœux pieux et qu'elles pourront être traduites dans des mesures concrètes, parce que le devoir à la charge de l'État n'est pas un simple caractère, disons, n'a pas le caractère d'un simple souhait. Il faudrait qu'il se concrétise dans des décisions politiques, économiques, sociales, écologiques, financières, quotidiennes. Et c'est là quand même toute la difficulté. Hein.
Et un autre aspect de ces éléments est quand même qu'on peut envisager, à travers ces nouveaux droits environnementaux, une évolution du rôle du juge. Surtout si l'on considère qu'il existe aujourd'hui en Tunisie un droit constitutionnel du citoyen à l'environnement, avec tout ce qui s'ensuit que nous venons de dire précédemment. Alors on peut s'attendre à ce que le juge, qu'il s'agisse de juge civil, administratif, pénal, constitutionnel, soit tenu de faire respecter ce droit. Pourquoi? Parce que l'article 102 nous dit que la justice doit faire respecter la primauté de la Constitution, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le même principe. Et c'est ce qui implique un contrôle du législateur déjà. Et là, ce qu'a fait l'instance de constitutionnalité des projets de loi a quand même entamé ce processus en examinant cet article 13 que je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors le juge administratif, comment peut-il intervenir? Vous savez que le juge administratif a deux fonctions principales. D'abord le contentieux de la légalité, c'est de vérifier la conformité des lois à l'intérêt général et de faire un équilibre entre elles et les libertés individuelles. Et dans ce contexte, dans le cadre du contentieux de la légalité, il pourrait vérifier si l'organisation et la limitation des libertés des droits par les autorités administratives sont réalisées dans le respect des principes de l'absolue nécessité et de la proportionnalité, prévus par l'article 49 de la Constitution, par exemple. Dans le contentieux de la responsabilité, il faudrait contrôler le respect par l'État de ses obligations, celles que nous venons de citer, dans l'exercice de ses fonctions. Et surtout, et là c'est aussi un aspect que l'on ignore parfois, surtout lorsque l'État lui-même, et ses différents démembrements, provoque la pollution et entraîne des dommages à l'environnement, donc pour la santé, etc. Et donc, on peut imaginer une évolution de la responsabilité administrative lorsque des travaux ou ouvrages publics causent des dommages anormaux à des tiers ou encore pour défaut de prévention efficace de la pollution. Donc, de nombreux développements sont envisageables. Pour le juge judiciaire, il pourrait s'appuyer aussi sur de nouveaux fondements pour prononcer la réparation d'un dommage écologique qui pourrait aller au-delà de la théorie des troubles de voisinage actuellement appliqués à ce jour, pas seulement dans notre pays, mais également dans le monde, parce qu'il est très difficile d'aller au-delà. Parce que désormais, il existe de nouvelles victimes, et notamment les générations futures, auxquelles ne cesse de se référer la Constitution, le peuple tunisien dans son ensemble, et chacun de ses citoyens. On pourrait aussi assister à l'émergence d'un nouveau droit pénal de l'environnement, avec de nouvelles lois qui incrimineraient des comportements anti-environnementaux. Et donc, le juge pénal également pourrait être appelé à intervenir dans ce domaine. Alors, vous voyez que les conséquences et les effets de cette consécration constitutionnelle sont très importants, très vastes, mais que seul le temps pourra nous dire dans quel sens va aller notre système juridique. Alors, à côté de cela, la Constitution a quand même prévu des garanties institutionnelles pour consacrer finalement les nouveaux droits environnementaux. Et dans son chapitre 5, la Constitution a créé 5 nouvelles instances, dont la structure commune est posée par l'article 125. Ces instances, les 5, œuvrent au renforcement de la démocratie. Elles ont toutes la personnalité juridique et l'autonomie financière, élues par l'Assemblée des représentants du peuple à une majorité qualifiée et rendent des comptes à l'Assemblée. Et ensuite, il est renvoyé à la loi pour les modalités d'élection de leurs membres, l'organisation et leur fonctionnement. Alors, parmi les 5 instances qui existent, il y a l'instance des élections, l'instance de la communication audiovisuelle, l'instance des droits de l'homme, l'instance du droit du développement durable et des générations futures, l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Alors, bien entendu, la problématique environnementale étant générale, on pourrait imaginer que toutes puissent être concernées à un titre ou à un autre par la question des droits environnementaux. Néanmoins, de manière plus, disons, ciblée, il m'a semblé que sur ces 5 instances, 2 d'entre elles pouvaient avoir un rôle plus direct, notamment l'instance supérieure des droits de l'homme et l'instance du droit des générations futures et du développement durable.
Alors pourquoi l'instance des droits de l'homme? Évidemment, puisque nous avons remarqué que la Constitution consacrait de nouveaux droits de l'homme à l'environnement. Donc, à ce titre, l'IDH a vocation à vérifier, à veiller au respect de ces droits. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veille au respect des droits de l'homme et œuvre à leur renforcement. Elle fait des propositions dans le sens du développement du système. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi portant sur son domaine de compétence. Elle enquête sur les cas de violation des droits de l'homme pour les régler ou les soumettre aux autorités compétentes. Alors, elle a une mission de consultation obligatoire qui l'amènera forcément à intervenir en amont de tout projet de loi portant, entre autres, sur les droits environnementaux. Donc ça, c'est la mission consultative. Et puis, les droits de l'homme ayant vocation à l'universalité, elle doit veiller à leur effectivité, à leur protection, ce qui inclut donc toutes les catégories de droits protégés. Alors la seconde mission est plus délicate, et je suis sûre que les associations et les spécialistes planchent déjà dessus, la mission d'enquête et de règlement des violations éventuelles. Alors cette formulation de l'article 128 de la Constitution, que nous venons de voir tout à l'heure, j'y reviendrai éventuellement si vous le souhaitez, ne permet pas tout à fait de comprendre si l'IDH va régler les violations, si elle va les soumettre, et en fait c'est le législateur qui va déterminer son intervention par la suite. Tout reste ouvert dans ce domaine. Enfin, l'instance du droit du développement durable et des générations futures. Et cette instance a failli ne pas voir le jour. Parce que, après son introduction dans la deuxième ou troisième version de la Constitution, elle en avait disparu. Et en fait, il semblerait que les députés aient souhaité en faire une héritière du Conseil économique et social. Néanmoins, elle est réapparue dans le texte final de la Constitution et finalement consacrée sous la formulation suivante. L'instance, donc, est obligatoirement consultée à propos des projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi qu'en ce qui concerne les plans de développement. Elle peut donner son avis sur les questions qui relèvent de son domaine de compétence. Elle est composée de membres qualifiés et intègres qui exercent leurs fonctions dans le cadre d'un mandat unique de 6 ans. Alors, vous voyez, c'est à la fois précis et imprécis, puisqu'il y a un très grand nombre d'éléments qui ne sont pas déterminés, donc les compétences obligatoires, les compétences facultatives, puisqu'elle peut donner son avis, les membres qualifiés, mais combien de membres? Le texte ne le dit pas. Donc là aussi, un grand chantier législatif est en cours. Alors, dans le cadre des débats à la Constituante, on se demandait s'il fallait introduire le terme environnement dans l'intitulé, ou pas. Et finalement, le choix a été de ne pas l'introduire en estimant que la notion de développement durable incluait la protection de l'environnement. En tout état de cause, sa création constitue un apport de la Constitution de 2014 et complète la constitutionnalisation des droits environnementaux. Alors, cette constitutionnalisation donne corps à la notion de développement durable, qui, comme on l'a vu, avait fait son apparition dès 1993 avec la fameuse Commission pour le développement durable. Et en outre, le développement durable existe dans la théorie, sur le champ international, depuis 1972, avec la conférence des Nations Unies, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Et il est assez intéressant de la retrouver au niveau de la norme suprême de l'État, bien que son contenu juridique apparaisse toujours flou jusqu'à ce jour. Donc, mais néanmoins, le consensus a été trouvé sur cette notion. Alors, second élément intéressant, c'est la reconnaissance des droits des générations futures. Dès le préambule, donc on en a parlé dès le préambule, on l'a retrouvé par la suite dans le dispositif, et on le retrouve dans l'intitulé de cette fameuse instance constitutionnelle. Alors, ce concept demeure difficile encore aujourd'hui. Il est difficile à identifier parce qu'il est complexe
d'un point de vue juridique, d'évoquer les droits de génération qui n'existent pas encore. D'autant plus que la question juridique soulevée par cette notion ne se pose pas sous l'angle des droits, mais sous celui des devoirs des générations présentes à l'égard de ces générations futures. Donc, les discussions en la matière, qu'elles soient juridiques, philosophiques, sociales ou autres, n'ont cessé et ne cessent d'alimenter les débats tant dans notre pays qu'ailleurs. Alors, un petit clin d'œil sur le droit comparé, et j'en finirai par là. En France, depuis en 1993, il y a eu mise en place d'un conseil pour les droits des générations futures. Alors c'est intéressant parce que cela nous donne une idée de l'approche à cette époque-là. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une instance constitutionnelle, mais elle avait été créée par un décret placé auprès de la présidence de la République pour donner son avis. Et à l'époque, elle a été qualifiée par certains auteurs d'objets administratifs non identifiés. En fait, c'était le commandant Cousteau à l'époque, si vous vous en souvenez, si certains d'entre vous s'en souviennent, qui faisait partie de cette commission de sages, qui incluait également Hubert Reeves, astrophysicien, je pense, et quelques autres savants scientifiques. En fait, ils devaient élaborer un rapport annuel et répondre à des questions concernant l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques et leur cohérence avec les objectifs définis à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Il pouvait même se saisir lui-même de toute question relative à la protection de l'environnement. C'était donc une instance prestigieuse, mais le commandant Cousteau en a démissionné en 1995 pour protester contre la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique. Et en fait, cet organe a cessé d'exister au bout d'à peine 2 ans d'existence. Mais avant de disparaître, le commandant Cousteau avait présenté au président de la République de l'époque un projet de déclaration des droits des générations futures, qui visait à intégrer à la Déclaration des droits de l'homme les notions de protection de l'environnement, d'économie des ressources non renouvelables et des réponses aux défis de la surpopulation, justement pour protéger les générations futures. Et quelques mois après le décès du commandant, la 29e conférence de l'UNESCO a voté à l'unanimité par acclamation cette déclaration sur les responsabilités des générations présentes à l'égard des générations futures. Et donc vous voyez ce concept qui en France a donné lieu à des débats dans les années 1990, qui a donné lieu à une déclaration de l'UNESCO en 1997, on le retrouve aujourd'hui dans notre constitution de 2014. Est-ce qu'elle va avoir un avenir, cette notion? Il faudrait encore définir donc, les droits qui vont en découler. Néanmoins, sur le plan de la consécration des notions, elle existe. Et les 2 principes fondateurs du droit des générations futures, à savoir le principe de non-discrimination temporelle et l'éthique de justice et de responsabilité transgénérationnelle, semblent donc avoir fait leur apparition dans notre système juridique. Il reste encore à les traduire dans la pratique, et pour cela, on doit penser à une définition de ces droits des générations futures. J'ai essayé de réfléchir personnellement et on pourra ouvrir le débat là-dessus. On peut considérer qu'il s'agit des droits des générations d'êtres humains appelés chronologiquement à succéder aux générations présentes en matière d'accès à un environnement sain, adapté à la vie sur Terre et fondé sur le principe de la non-discrimination temporelle et de dignité par rapport aux générations présentes, ainsi que sur les devoirs de ces générations à leur égard, incluant les droits de l'homme et les droits des enfants, au sens des instruments internationaux pertinents signés et ratifiés par notre pays. Voilà, je vous remercie de votre